Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va parler d'un projet, le projet Libreté. C'est le projet de Vivien Féasson. Vivien qui est avec nous. Vivien, comment ça va? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as la patate? Est-ce que tu as la banane? Hello, non, j'ai pas beaucoup dormi en fait, donc je suis crevé. Pas beaucoup de fruits et légumes. C'est ça. Évidemment, tu as un brouillon apparemment très rempli. Tu as plein de choses à dire sur ton jeu, c'est bien. Nous sommes également avec Natacha. Natacha, ça va la pêche? Oui, ça va, merci. Enfin, fatiguée aussi, mais ça va. Fatigué aussi, mais bon, voilà. C'est habituel, hein, les podcasteurs de la cellule sont toujours un peu fatigués parce qu'ils font beaucoup de choses. Nous sommes avec Adrien, fatigué? Hello, non. Non, pas fatigué. Non, Fatigant? Fatigant, sans doute. Ça, on va voir ça pendant le podcast, je pense. Nous sommes également avec Maxime. Saisis un micro vite. Oui, Mon satire adoré. oui, Ça va? oui, tout va bien, surtout avec toi. Merci. Nous sommes avec Stéphane. Stéphane, nouvelle voix sur la cellule. Tu peux te présenter peut-être rapidement, mon petit Stéphane, ça va? Hey, salut. Ouais, oui, ça va. Je m'appelle Stéphane, je suis rôliste de longue date. Et voilà. Oui, c'est une très belle ville. Mais tu étais hors micro, donc je ne sais pas si ça a été entendu. Ben voilà, tu l'as répété. Nous l'avons entendu. Qu'est-ce que tu pratiques comme jeu? Tu fais quoi? Tu joues à quoi? Est-ce que tu es l'auteur d'un jeu que nous ne connaîtrions pas ou non, juste joueur, invétéré? En fait, je suis très intéressé par le renouveau actuel qu'il y a sur le jeu de rôle. Et je suis auteur de projets de jeux dont je ne suis pas encore prêt à parler dans ces micros. Des projets secrets. Alors que Vivien, lui, est prêt à parler de ses projets. On le voit hein, avec cette feuille de brouillon incroyable. Alors qu'est-ce que... déjà, je vais te poser une batterie de questions. Moi, je n'ai pas joué à Libreté, je ne sais pas ce que c'est. Autour de la table, vous y avez joué, Adrien? Il y a fort longtemps. Maxime? Comme Adrien. D'accord. Stéphane, tu y as joué récemment, toi, par contre? Genre il y a quelques heures. Alors pour nous, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier, C'était ça. c'était il y a fort pas longtemps. C'est intéressant, parce que dans ce projet, on a des étapes. On a Maxime et Adrien qui reprennent peut-être la genèse, le début du projet, et vous deux qui venez d'y jouer et venez de terminer de jouer, donc on va voir où en est le projet. Alors, qu'est-ce que c'est Libreté, Vivien? Moi, je ne connais pas. J'arrive sur ton stand. Alors, Libreté, pour toi, malgré tout, donc ça peut être un spin-off de Perdu sous la pluie. C'est quoi un spin-off? Reprenant un peu l'idée que j'apprécie beaucoup de Thomas Munier d'établir plusieurs jeux dans un même univers et donc plusieurs points de vue. Je sais pas si c'est ça, je sais pas honnêtement quelle est l'origine du jeu, mais c'est un peu l'idée en tout cas qui m'a permis de le développer. C'est vraiment développer finalement l'univers de Perdu sous la pluie qui était extrêmement succinct et qui laissait donc beaucoup de place à l'imagination. D'accord. Ouais. Perdu sous la pluie dépeignait des enfants qui se perdaient dans la grande ville, la pluie se mettait à tomber, des sirènes de l'averse apparaissaient dans les flaques et commençaient à les pourchasser pour les dévorer. Et à la fin, il n'en restait plus qu'un. Et il retrouvait ses parents. Eh bien, Libreté part du principe que certains groupes d'enfants ne retrouvent jamais leurs parents, mais finissent invariablement par se regrouper au sein d'une citadelle, d'une forteresse en fait qu'ils appellent Libreté, qui a été arrachée, on va dire, à la grande ville. Donc ça peut être un centre commercial réinvesti ou un complexe de bâtiments, etc. Donc c'est l'histoire de ces enfants, mais ils ne sont plus perdus. Ils ont trouvé une ville d'attache. Effectivement. D'accord. Ils ont refondé une espèce de micro-société qui rappelle très largement Sa Majesté des Mouches ou d'autres œuvres de ce genre. Justement, Sa Majesté des Mouches, c'est quoi? Sa Majesté des Mouches, alors en gros, parce que je vais avoir du mal à me souvenir exactement, mais en gros, c'est un avion avec des enfants anglais, il me semble, qui s'écrase et tous les adultes sont morts. C'est Lost avec des enfants. C'est un peu Lost avec des enfants et sans fumée noire et sans ours polaire. A priori. J'ai pas vu Lost. Voilà. Et le groupe d'enfants, évidemment, donc il y a des leaders naturels qui émergent et ils finissent par tomber dans la barbarie en fait et s'étriper à moitié jusqu'à ce que les adultes revivent. Enfin, des secours arrivent et découvrent des enfants complètement traumatisés. C'est une sorte de battle royale avec des enfants finalement, Natacha. Oui, c'est un peu un symbole à la fois de la sortie de l'enfance et en même temps justement de la barbarie des hommes entre eux. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment du Battle Royale. Enfin, moi, ça me fait vraiment. Alors, Battle Royale, c'est pas du Battle Royale, parce que Battle Royale, c'est aussi avec des enfants. Mais il y a des adultes derrière qui les obligent à se battre. Voilà, ça, les adultes sont là pour les pousser à se battre, le contexte est assez différent. D'accord. Ouais. Alors que là, ça vient c'est vraiment naturellement. L'homme dans son état naturel. C'est une créature violente et agressive. Voilà, c'est ça. L'homme est un loup pour homme, comme dit Maxime. Mais prends ton micro pour dire des trucs comme ça, pour citer du Hobbes. En tout cas, voilà, là, je plus sois fortement ce que vient de dire Adrien sur l'analyse du film. Et donc, suite au succès de cette licence, tu as décidé de continuer en fait dans cette voie. Est-ce qu'il y a des extensions prévues? Est-ce qu'il y a des cartes, des objets, des goodies? On en parlera à la fin de ça. D'accord. Commençons déjà par le commencement.
Mais oui. Mais non, c'est marrant. Ouais, pardon, Maxime. Alors j'ai juste une question. Quand tu as dit tout à l'heure sur Perdu sous la pluie, normalement à la fin du jeu, ils retrouvent leurs parents. Honnêtement, est-ce que la majorité des parties que tu fais, les enfants, ils retrouvent leurs parents? Parce que moi, là, quasiment 90%, ils retrouvent pas leurs parents et ça fait une partie encore plus glauque. Et donc, je pense qu'ils vont à libreté dans l'histoire, voire ils meurent. En général, il y en a beaucoup qui effectivement culpabilisent et font happer leur enfant au dernier moment par une sirène au moment où ils allaient sortir ou ce genre de choses. Mais bon, ça c'est leur C'est la responsabilité. crise de l'habitation à libreté en fait. Du coup. Moi, j'ai souvenir quand j'y avais joué à Perdu sous la pluie, enfin en tout cas une des parties, j'avais retrouvé mes Adrien. parents. Hein. Voilà. Moi oui. Hein. Qu'est-ce qui motive un auteur à faire des spin-offs? Enfin, à part le fait que... parce que tu dis Thomas Munier m'a beaucoup inspiré ça, mais qu'est-ce qui te plaît dans cette idée? Pourquoi est-ce que... je te prends peut-être de court, mais... Non, pas du tout. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça pose une sorte de contrainte créative. Ça force à réfléchir sur des bases et on se rend compte qu'il y a toujours de nouveaux trucs à creuser. Et en plus, plus on avance et plus on peut établir des correspondances entre des éléments sur lesquels on n'avait pas forcément vu les ramifications que ça pouvait avoir. Et oui, Maxime. Max, prends le micro. Non, mais quand je l'avais, c'est juste pour... je me demande, alors je jette peut-être un pavé dans C'est la mare, Nuit voir debout. un troll. Ça l'a formaté. Ok, jette un Mais truc dans la main. est-ce que c'est pas la frustration de ta part du fait que pour toi, Perdu sous la pluie était trop limité alors qu'il y avait un univers derrière et que c'est l'envie de faire limite du tradi, donc le fait de pouvoir tout faire qui t'a frustré, qui te donne envie de faire libreté? Alors, il y a clairement un peu de ça. On rentre dans la psychanalyse. Mais Perdu sous la pluie au départ n'était pas conçu comme ayant un univers. Il y avait 3 éléments à tout casser: l'idée de la pluie, de la ville dans laquelle on se perd et les sirènes de l'averse. Mais par contre, effectivement, la frustration d'avoir fait finalement un jeu à one shot et de ne pas pouvoir développer davantage, effectivement, se fait de plus en plus sentir. Et donc là, il y a vraiment la volonté de faire un jeu plus étendu avec qui se développerait en mini-campagne. On est à une étape intermédiaire, peut-être que la suivante sera le jeu à grande campagne, mais bon, voilà. Stéphane, puis Adrien. J'ai l'impression que pour toi, en tant qu'auteur, cet univers, c'est quelque chose que tu as vu émerger et que tu as envie maintenant de continuer à explorer et de faire explorer. C'est ça. C'est-à-dire plus je le travaille et plus je trouve des choses à mettre en fait. Adrien, tu avais une question. Ouais, moi c'était donc ce que tu disais sur le fait de continuer à explorer cet univers, c'est aussi des points d'ancrage, de cohérence, etc. Et en fait, c'est aussi donc comme tu disais, c'est une aide à la création et c'est aussi une manière de rendre un univers beaucoup plus crédible. Parce qu'en fait, le plus on développe un univers, le plus il devient crédible parce que réfléchi, parce que faisant référence à des choses. Et le fait de faire référence à un de ses jeux passés, c'est un moyen de... je pense que Romaric, tu peux bien nous en parler de ça, oui, avec Vademecum, ça donne de la tes profondeur références. en fait. Ouais, en fait, c'est une Ça manière. résiste. Spoil pas trop, Adrien. Dans Vademecum, il me semble que tu fais des références au Val, par exemple. Oui, absolument. Enfin, voilà, Mais ce genre de choses. ouais. Alors, c'est pas forcément des références importantes, ça peut Et être, dans le sens, ça peut il y être a des peu- éléments esthétiques, Alors, ça peut être des éléments, etc. Et ça donne une sorte de cohérence d'œuvre d'auteur. Je voulais justement en parler à la fin de ce tour de micro. En fait, moi, je ressens parfaitement, je vois parfaitement ce que tu aimes. Tu sais, ce sentiment qu'on a quand on met la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire le côté Ouais. tout va bien, tout est bien. Et il y a une forme de magie quand on est un auteur de voir que 2 choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, à un moment donné, viennent se connecter comme un réseau de synapses. Et puis on voit, et puis on se dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis génial! Mais même si j'y avais pas pensé, c'est trop bien. Et il y a une espèce de plaisir, en fait, de jouissance, de la découverte de ses propres idées, de ses propres déterminismes, en fait, à l'intérieur de ses propres travaux. Et moi, c'est ce que parce que, en fait, cette question sur le spin-off, moi-même, je me la suis posée, puisque, comme vient de le dire Adrien, en fait, mes jeux sont un éternel spin-off en fait d'un seul et même univers en fait, parce que même dans Sens il y a des références à Vademecum. Enfin bon bref, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros tous mes jeux sont un peu connectés, il y a des connexions comme ça. Et moi c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire le côté on découvre que des connexions qu'on n'avait pas forcément, qui n'étaient pas forcément volontaires ou pas forcément conscientes, se font d'elles-mêmes. Et on a une sensation d'exploration de son propre univers, son propre truc de Je découverte. pense qu'elles sont aussi de façon consciente. Enfin, moi, je pense par exemple à Adrien. Tarantino, où ses films Oui. font tous référence les uns aux autres. Alors, c'est Oui, des oui. connexions légères, mais je pense que donc Tarantino, il y a des éléments précis, mais je pense que dans n'importe quelle œuvre d'artiste, on retrouve toujours des éléments de connexion, qu'ils soient dans l'univers, qu'ils soient dans les problématiques, dans les
Voilà. Et donc, Et on s'inscrit forcément dans une sorte de cohérence. Tu disais tout à l'heure, Adrien, que ça finalement ça étoffait, que ça apportait du corps, que ça faisait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réalité, c'est un peu ça. Il y a les scientifiques qui travaillent d'un côté sur certains modèles de la réalité, il y a des philosophes qui travaillent, puis à un moment donné, on va faire un pont, il y a un concept pont qui va être créé, qui va permettre de faire des connexions, et on va découvrir que ce dont les uns parlaient, c'est finalement ce dont les autres parlaient, avec un truc, et du coup, ça donne du réalisme, en fait. Ça te donne de la force. Moi, je sais que par exemple, dans l'agence, j'ai déjà mis des points d'entrée pour mes prochaines idées de jeu. Tes prochaines idées de jeu. Et moi, je l'ai fait aussi dans ce sens et dans mes autres projets. Maxime, tu voulais pour revenir au sujet, bon, ça c'est sympa les références quand c'est bien pensé comme ça, mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas juste un clin d'œil pour le plaisir de faire t'as compris, t'as la référence et que ça sorte du truc. Mais là, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas. La Libreté, c'est quand même clairement c'est le même univers. Donc là, c'est énorme. Quoi. Interroger le projet Libreté, c'est aussi interroger Vivien sur ces questions. Non, mais je voulais réorienter bien sur Libreté, je pense. Ouais. Stéphane voulait intervenir, puis on redonne la parole à Vivien. Ouais, je vois aussi une limite à ça, qui peut être le fait de continuer à construire autour de ce premier jeu perdu sous la pluie, pourrait changer, dénaturer un petit peu ce premier jeu perdu sous la pluie, en ayant des gens qui ont la connaissance de ce qu'on pourrait appeler un univers étendu par rapport à l'univers de ce premier jeu. Et ce premier jeu, en fait, c'est un jeu qui se veut enfantin, qui se veut très centré sur les problématiques, sur les peurs intrinsèques de ces enfants. Et en fait, il ne faudrait pas qu'on se commence à jouer en disant « Oui, mais alors en fait, je sais que dans l'univers, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Enfin, ça changerait peut-être l'expérience de jeu du premier. Est-ce que c'est un élément que tu as réfléchi ? Vivien. Je peux faire une petite blague ? De toute façon, les serveurs multijoueurs de Perdu sous la pluie seront déconnectés sitôt Libreté mis en ligne. Hein. Vivien. C'est intéressant cette remarque. De toute façon, j'y ai forcément réfléchi, puisque déjà, une des idées, c'était quand même de créer un jeu qui ne contredise pas complètement le premier. Donc, de toute façon... L'autre élément, alors le problème c'est qu'on on commence à rentrer dans le jeu lui-même. C'est parti. Donc pourquoi pas, mais après est-ce que c'est le bon angle d'approche ? Tant pis, on va le prendre. L'idée c'est que Libreté, normalement le principe du jeu c'est que quand tu fais ta première partie de Libreté, qui donc se veut une campagne de minimum à peu près 5 séances, on peut aller plus loin, tu crées tu crées Libreté. Donc déjà en soi, même Libreté lui-même n'apporte pas une réponse définitive à ce qu'est finalement l'univers étendu. Quoi. Ouais. Donc quelque part déjà ça casse peut-être cette logique de figer finalement les choses. Même si, et ça on reviendra peut-être dessus, j'y ai quand même introduit quelques éléments fixes pour le coup. Et quelques explications qu'on pourrait peut-être qualifier de métaphysiques, on va dire. Sur certaines origines. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler ? Attends, Natacha voulait prendre la parole ? Du coup, j'ai deux questions parce que tu viens d'en générer une autre. Est-ce que tu considères que pour jouer à Libreté, il faut avoir joué à Perdu sous la pluie ? Non. D'accord. Ouais. Non, pour une simple et bonne raison, c'est que l'avantage de Perdu sous la pluie, c'est qu'il s'explique très vite. Et que du coup, on peut résumer, on va dire, le pitch de Perdu sous la pluie sans avoir besoin d'en passer par... C'était dans l'idée d'avoir une logique, tu vois, dans ton parcours de l'univers, mais... Maxime ? Je pense aussi que c'était pour bien incarner un personnage de Libreté. Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir fait une partie de Perdu sous la pluie avec avant ? C'était ce que mais par contre, effectivement, je me dis que ça pourrait être super bien de faire genre une première partie avec Perdu sous la pluie et d'utiliser un des enfants qui a survécu et de le transvaser, on va dire, dans Libreté. C'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'on peut importer nos sauvegardes Après, sur les serveurs de Libreté. C'est comme quand tu changes de tome de sens, faut recréer le perso. Exactement. Hein. Non mais ouais, mais c'est ce genre de truc qu'on fait dans tous les jeux à univers étendu comme ça. On adore auto-référencer des trucs d'autres tables, de machin, et ça, vu que c'est des personnages qui ont déjà un background, qui ont un vécu parce qu'ils ont une partie, et bah ça marche d'autant mieux. D'autant plus autour de la table qu'il a déjà joué et qui voit la référence. Quoi. Et tu disais, Natacha, que tu avais une deuxième question. Oui, si on a fait le tour de la réponse de celle-ci, parce que mon autre question n'a pas tout à fait à voir avec. Et donc, du coup, tu dis qu'il y a des éléments fixes dans Libreté, ça veut dire, est-ce que ça va être un jeu à secret ? Pour ça, il faudrait... alors, je vais peut-être terminer sur ce que j'étais en train de dire, je pense, et embrayer là-dessus, du coup. Donc, le principe, voilà, c'est le principe, c'est déjà... Tu disais qu'il y avait des éléments fixes. Voilà, alors, créait des choses, mais qu'il y avait aussi. Je reviens du coup sur l'élément pas fixe pour arriver justement à cet élément fixe, c'est que le jeu est largement inspiré de ce qu'on appelle le moteur de l'Apocalypse, donc le moteur d'Apocalypse World. Apocalypse World, la plupart des jeux basés là-dessus, c'est le principe, c'est on crée un peu l'univers avec quelques éléments, on va dire esthétiques et éthiques
fixes, on va dire, ou en tout cas à peu près. Des questions de problématiques aussi parfois. Voilà, des questions de problématiques. Et ensuite, par contre, le reste, les PNJ, le lieu lui-même, à quoi il ressemble, etc., c'est fixé par la table à la première séance. Et après, le meneur s'approprie, on va dire, ce qui a été lancé, toutes les idées qui ont été lancées pendant la première partie, et en constitue en fait un univers plus cohérent avec une adversité. Bon, dans mon cas, une aversité. Voilà. Et du coup, l'univers commence à se développer ensuite indépendamment quelque part, mais. Moi, c'est quelque chose qui m'avait fait Adrien. beaucoup penser à Blistage, qui est un petit peu le même concept au début, c'est que tu commences par sculpter à gros traits qu'est-ce que va être le camp de base de ces gamins. Alors, c'est un peu similaire, hein. Ouais. Et puis au fur et à mesure, la statue s'affine. C'est quoi la précision finale d'une statue de la Libreté? Tout ça pour une C'était long. Hein. Ça fait combien de temps que tu la rumines celle-là Alors, Ça va déjà faire un quart Je d'heure. comprends mieux pourquoi le mot statue qui me disait mais pourquoi il emploie cette métaphore. Alors, pour revenir au sujet, nous, Maxime. avec Adrien, je crois qu'on a testé une version absolument pas utilisant le système Apocalypse. Ouais, alors est-ce qu'on Ah non, peut il a du coup dit revenir dessus inspiré. après du coup que parce qu'il est je bien règle inspiré. l'histoire Inspiré, pardon. des points fixes du coup je Ok, vais vas-y, finir termine. là-dessus. Je t'en prie. Donc Donc, pour- le jeu du coup a quelques secrets, mais ces secrets ne se veulent pas indispensables pour jouer. C'est-à-dire le but du jeu n'est pas de découvrir les secrets, mais je veux essayer de créer des secrets dont le but est justement de relancer l'action quand les choses commencent un petit peu à peiner peut-être ou quelque chose de supérieur. Maintenant, quelle est la statue finale de Libreté? Normalement, Bravo. l'idée c'est qu'à un moment ou à un autre, la ville sera détruite. Les joueurs le savent, les personnages ne le savent pas forcément, mais peuvent en avoir l'intuition. Les sirènes de l'averse vont commencer à être de plus en plus nombreuses autour et finir par être suffisamment nombreuses pour attaquer la ville et la rayer complètement. Certains survivront, mais la ville est condamnée. La suite dans Liberty Warriors. Et après, dans le prochain, il crée un pays, et puis après, il recrée le monde. Alors, on Ou il change de parlera après planète. des spin-offs éventuellement, j'ai des idées, mais voilà. Donc ça c'est l'idée, voilà, les points fixes en fait, qui ont un lien, donc effectivement, il y a des explications métaphysiques, mais a priori elles n'ont pas aucune raison d'aboutir sur les enfants tu nous en eux-mêmes. parleras pas dans ce Voilà, podcast. j'en parlerai pas. Intérêt, ouais, comme tu disais, peut-être pour Et- relancer la fiction. Voilà, et par D'accord. contre, il y a des éléments qui sont faits justement. Alors, j'en parlerai pas évidemment parce que c'est quand même les secrets en quelque sorte. Mais leur but, c'est vraiment juste de poser un truc et à la communauté de réagir, de se tirer dans les pattes, etc. Alors pour ceux qui débarqueraient sur le podcast de la cellule, juste pourquoi est-ce que Vivien appelle ça des propositions métaphysiques? C'est parce que contrairement à tout le reste, elles ne changent pas à travers tous les libretés possibles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une proposition métaphysique, en règle générale, pleuvra même en toujours. philosophie, c'est voilà, par exemple, il pleuvra toujours. C'est quelque chose qui est toujours vrai à travers tous les mondes possibles. Donc quel que soit le libreté que vous allez créer, les propositions dont parle Vivien seront vraies et de toute éternité. Ce qui en fait des propositions Genre, métaphysiques. j'ai envie de dire, les sirènes sont Tu ne crois pas si effrayantes. bien dire, mais je n'en dirai pas plus. Enfin voilà, je préfère préciser parce que ça pourrait paraître complètement abscon là, de Ouais, et voir puis le terme métaphysique j'abonde débarquer. dans ton sens, effectivement. En tout cas, c'est intéressant. Je pensais aussi à la versité. Et voilà, l'idée Cette c'était tripe d'avoir autour quand des même mots quelques, aussi. quelques éléments un peu Ouais, des espèces de bien sûr. récifs fixes Ouais. pour éviter le côté justement que je ressens aussi un petit peu parfois dans les jeux, on va dire, où on crée ce qu'on veut. Ouais, c'est Ce un peu le cas dans Blistage, effectivement. voilà. Ouais. Ça, Et c'est Blistage, c'est vrai intéressant. que c'était un peu des fois Ouais, la le sensation. MJ a la responsabilité de faire avancer l'histoire, mais c'est vrai que des fois ça fait un peu artificiel parce que c'est pas prévu à l'avance. Et l'autre point aussi par rapport à ça, c'est que c'est aussi pour aider le meneur. C'est-à-dire que des Ouais. fois, Apocalypse World et les jeux dans ce style-là, bah ok, c'est à toi de créer des intrigues. Et il y a Ouais, des bien moments où t'as plus d'idées, donc c'est bien aussi que le jeu dise, voilà, clairement. Donc le problème, c'est que ça me limite parce que je peux pas faire n'importe quoi parce que je connais pas les libretés qui seront créées. Donc j'ai quand même, D'accord. j'ai quelques éléments, mais je suis obligé du coup de faire quelque chose d'assez surplombant malgré tout. D'accord. Mais Donc voilà, libreté aussi, c'est à la fois ton spin-off donc de Perdu sous la pluie ou de cet univers qu'on ne connaît pas encore, parce qu'apparemment tu annonces d'autres spin-offs, donc on imagine que peut-être les choses sont beaucoup plus vastes, mais c'est aussi quelque part une correction de ce que tu n'aimes pas dans le système de l'apocalypse, essayer de Ouais. trouver des rustines perpétuelles pour faire du système de l'apocalypse un système qui te convienne et qui convienne Ouais. aux propositions que tu veux Libreté, c'est défendre. une sorte de pivot où tu as certains degrés de liberté et certaines contraintes. Je continue sur la comparaison que tu fais avec Apocalypse World. Est-ce que donc c'est juste dans le setting et dans l'avancée de l'histoire que tu te compares à ça, ou est-ce que dans la manière dont se résolvent les actions, il y a aussi
cet élément très typique à Apocalypse World qui est tu testes si tu vas réussir, ou si tu auras une réussite partielle avec des conséquences qui, elles, font avancer l'histoire, ou est-ce qu'il y a un échec qui, lui, est aussi justement, moteur. j'aimerais bien qu'on parle. Pour moi, le cœur d'Apocalypse World, c'est surtout ça. Ouais. Quand je parle Du coup, je me pose la question si Maxime, t'allais pas aborder justement ça avec ta question juste avant. C'était la question que je posais, c'est que moi, quand je l'ai testé, il n'y avait pas du tout de système Apocalypse. Je pense que c'est peut-être l'un des premiers crash tests. Je crois que tu as eu le premier crash test. Ouais, c'est beau. C'est beau parce qu'on a les premiers et les derniers là. C'est magnifique. Il y avait toi, Chloé et donc Carole, une amie, il me semble. Oui, je crois que Morgane n'était même pas là. Non, Morgane n'était pas là. Malheureusement. Morgane, je crois qu'elle n'a jamais joué à Limbreté. Non, elle aura l'occasion de le découvrir. Du coup, oui, moi je me souviens d'un test avec seulement 3 caracs. Il y avait la colère, l'intelligence et la gentillesse. Et un truc dans le genre. Dans le genre, parce que ça devait pas être ça. Ça devait pas être ça. Effectivement, il y avait la colère, la peur et les responsabilités, je crois. C'est ça. Et que tu avais juste 2 traits et on se débrouillait, on créait vraiment l'univers avec une espèce de map. Bon, c'était un proto, on avait essayé. Et on avait vu les limites du truc, c'est qu'il y avait souvent, on savait plus quoi faire. Et justement, comme tu disais, c'était le OMJ de relancer parce que nous, on n'avait pas clairement d'objectif, même si c'était une partie sympa. Qu'est-ce qui t'a décidé en fait après ce crash test, passer sur l'Apocalypse? Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre sur ce système à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de dés. Non. L'esprit y était. Il y avait la bille noire, ça je me souviens. Voilà, l'esprit, c'était. Alors, une des origines du jeu, c'est de se dire que les êtres humains et les enfants également, en fait, ne réagissent pas toujours de façon rationnelle, ne communiquent pas toujours pleinement, etc. Et ont tendance à se mettre sur la tronche, à être parfois énervés, à mal se parler, à aller plus loin que ce qu'ils voudraient. Et l'idée, c'était de trouver un système qui pousse un petit peu justement à ça, à montrer justement cette problématique de communication impossible quelque part, ou difficile, conflictuelle. De là est née l'idée de la bille noire, qui est une espèce de qui représente en fait le stress, le mal-être, et ce qui est réinvesti ensuite dans les relations avec les gens, et ce qui les fait partir en vrille. Ce qui est évidemment magnifié, on va dire, par l'idée qu'on est dans une citadelle enfermée, entourée par des sirènes, qu'on est soi-même des enfants qui ont recréé une société un petit peu dysfonctionnelle ou étrangement fonctionnelle, on va dire. Et voilà, et plus encore après derrière avec la métaphysique, en plus un aspect peut-être on pourrait qualifier de surnaturel, ou en tout cas de non réaliste, quoi. Et alors je me souviens plus exactement à quoi ressemblait le système à l'époque, c'était il y a longtemps. Je pense que le système d'Apocalypse World s'est un peu imposé parce qu'il faut être honnête, quoi. Il y a un côté un petit peu. Je pense qu'il est venu au fur et à mesure parce que nous, le deuxième test qu'on a fait peu de temps après eux, t'avais commencé à introduire des concepts d'archétypes. Je sais pas si c'était déjà au début. Il y avait, en fait, vous aviez le minimum du système d'Apocalypse World. C'était, alors du coup, je vais aborder ça. C'est 2d6 plus. J'avais viré les caractéristiques. J'ai décidé que finalement, des enfants, après tout, la différence de caractéristiques n'est pas si importante que ça. Et elle est remplacée par l'investissement de bille noire, c'est-à-dire à quel point vous y mettez de la rage et à quel point vous allez réussir. Il y avait le système de l'Apocalypse, c'est-à-dire 2d6 plus la mise de bille noire. On compare, on a 3 résultats possibles, l'échec, le demi-échec et la réussite, sauf que là, ça a été remplacé par l'échec, la réussite parfaite et la réussite excessive, c'est-à-dire le moment où vous avez trop investi de votre rage et de votre colère et où vous allez trop loin, en fait. Stéphane. Alors, moi, ce point-là, ce twist que tu as introduit sur le fait d'aller trop loin et sur la réflexion que l'on doit avoir sur l'investissement qu'on met de bille noire pour arriver au résultat que l'on veut, en sachant que plus on va investir de bille noire, plus on va risquer d'aller trop loin et de faire vivre des choses traumatisantes à la fois à son personnage, mais aussi à tous ceux dans l'environnement. Ça me semble un twist très très intéressant. Et pour moi, en fait, j'étais un peu en train de bouillir parce que pour moi, en fait, on est vraiment sur un hack du Power by the Apocalypse qui est déjà très très différent, où on se contente plus de prendre ces plages de résultats, et en changeant ces plages de résultats, moi j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un autre jeu, même s'il y avait une familiarité avec cette famille de jeux. Maxime. Ouais, je tiens à dire que le coup de la réussite excessive, c'était déjà dès le premier crash test, et que c'était déjà une super idée à l'époque. Je crois qu'on avait tous été d'accord là-dessus. Et ça, je rejoins complètement Stéphane, ça change du système Apocalypse. Ça le rend beaucoup moins prédictible mathématiquement, je trouve. Ça crée vraiment cette tension de jusqu'où je peux aller. Et en fait, est-ce que ça me dérange d'avoir une réussite excessive ou pas? Parce que des fois, tu te dis, ah putain, mais cette action,
ce serait en fait tellement bien que ça aille trop loin. Et à l'inverse, des fois, tu dis, il faut pas. Enfin, c'est. Oui, parce qu'une réussite excessive, ça reste une réussite. Ouais, voilà, t'as pas juste à faire péter le score de dé, quoi. Moi, je sais que d'un point de vue de scientifique, le côté optimiser une courbe où il s'agit de faire toujours le plus, c'est pas très intéressant et que c'est toujours bien quand il y a une sorte de compromis entre si je fais pas beaucoup, j'ai le risque de pas faire bien, si je fais trop, j'ai le risque d'aller vers un autre excès. C'est un truc ça peut désamorcer le côté calcul scientifique en mode optimisation ou pure et simple. Au contraire, le rendre un peu différent. Enfin, parce que le but c'est de réagir à 7 et 9, ça fait plus de complexité. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup donc, plus incertain. cette règle, elle sert le propos du jeu qui est que parfois les mots dépassent notre pensée, chez les enfants, ça prend des proportions qui ne devaient pas être celles qu'elles devaient prendre. C'est ça. Et on va dire que le principe, la base du jeu, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de lancer une série d'actions et ces actions elles-mêmes vont avoir des conséquences négatives, créer des remous et au fur et à mesure, la communauté va. Il faut lancer quand même une impulsion de départ, sinon ça marche pas. Mais l'idée, c'est qu'ensuite ça s'entretienne quelque part. T'as parlé de remous. Est-ce que c'est du vocabulaire que tu utilises aussi Non, là c'est dommage parce que ça colle bien. Je suis d'accord. Non, je t'invite à réfléchir à ça. Le vocable qu'on emploie de façon naturelle est souvent le plus fondamental et souvent le meilleur. Mais surtout quand il a trait avec l'eau, le liquide, c'est ça. Il y a de la métaphore. C'est clair. Stéphane. Avec l'introduction de cette règle, il y a quelque chose autour de la survie et sur l'idée de jusqu'où puis-je aller pour survivre. En fait, quelque part, s'il n'y avait pas ce twist-là, on aurait cet ennemi imbattable qu'est l'adversité, qui sont les sirènes. Et voilà, on serait tous quelque part les gentils luttant ensemble pour se protéger. Alors qu'en fait, avec cette règle-là, plus je veux survivre, plus je prends le risque de mettre les autres en danger. L'adversité intégrée à ses propres réussites, ses propres échecs. Elle est en quelque sorte, l'adversité vient de nous en fait. C'est une manière de s'approprier aussi. Moi, je reviens à nouveau sur l'élément d'optimisation, c'est que là, en fait, justement, comme tu disais, ça rend tout à fait le mode survie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut comparer ces points de billes noires aussi à notre réserve de bouffe ou à notre réserve de munitions. Et en utiliser un peu, ça peut suffire. En utiliser beaucoup, ça risque de nous vider pour la suite. Donc c'est vrai que ça rend bien ce côté-là aussi. Natacha. Et la conserver, ça peut être aussi dangereux. C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec la pourriture du corps que ça peut entraîner quand on est sur le point de craquer. Enfin, je te laisse expliquer du coup, mais vas-y si tu veux expliquer. Il faut que j'arrive à l'expliquer clairement. C'est ça qui va si être un vrai défi. Non, donc en fait, quand on arrive à 5 jetons donc symboliques de billes noires sur notre feuille. La bille noire qui est en bille noire d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai que j'utilise des billes noires pour la bille noire, mais c'est pas obligé. Ce sera pour un goodies. Ouais, c'est ça. Il faudra qu'on parle avec Adrien et Viviane de ces manies que vous avez dans vos jeux à faire des diphtongues et des jeux de mots tout le temps. Je pourrais en parler aussi. On peut à tout moment donc tu m'arrêtes quand je me trompe, hein, Vivien. À tout moment donc le MJ peut nous faire craquer. Alors à tout moment, il faut que ce soit quand même logique dans la situation. Enfin... Comme tu disais avant la digression, à tout moment, à partir du moment où tu as 5 billes noires. Donc... Oui, c'est ça. Oui, pardon. Donc on peut choisir soit alors c'est ça, soit de craquer effectivement. On peut craquer volontairement. Dire d'accord, fais-moi pas de test, j'accepte ce que tu me proposes parce que je trouve que ça va dans mon perso, c'est mon concept, effectivement on est à fond dedans. Soit faire le test. D'accord, oui, alors du coup je te laisse terminer. Ok, ça marche. Soit faire le test et si tu rates le test entre guillemets, tu as deux choix. Soit tu obéis à l'injonction du meneur de jeu, donc ton personnage sous l'effet de la pression craque. Insulte quelqu'un, pète un plomb, enfin peu importe. Soit intériorise vraiment de force cette bille noire qui finit par ne faire plus qu'un avec son corps et par former de la pourriture en fait interne. Quoi. Maxime. Est-ce que tu peux juste pour être sûr d'avoir bien compris, tu prends de la bille noire quand tu veux booster tes actions ou est-ce que tu la dépenses? Alors ça on n'en a pas parlé, ce qui est important en fait. Ouais. Un des principes du jeu qui voilà, ok. Moi j'ai pas joué au jeu donc ça tombe bien. Du coup t'as au moins le point de vue de celui qui on est allé peut-être un peu vite, on n'a pas expliqué quand. Donc j'ai dit la bille noire c'est le stress, c'est les moments, c'est le joueur qui choisit quand il en prend.
le joueur choisit de sa propre volonté quand est-ce qu'il en prend, parce qu'il considère que son personnage, c'est-à-dire qu'il se met dans la position de son personnage et il choisit quand son personnage est stressé, quand son personnage est horrifié, quand son personnage a mal. Il a une récompense à le faire? Du coup, justement, pouvoir augmenter les résultats de. En fait, potentiellement, on pourrait dire il y a une récompense évidente, c'est que ça te permet de booster tes jets, et donc potentiellement, si t'as pas de bille noire, tu réussis jamais. Du coup, à aucun moment, on peut te forcer à prendre de la bille noire. On ne peut pas te forcer à prendre de la table bille ne peut pas noire. te faire remarquer quand même, là, tu devrais être stressé. Je peux uniquement te faire remarquer, mais le joueur est considéré comme seul juge, il est responsabilisé à ce niveau-là. C'est un choix que j'ai fait et dont j'ai conscience de ses limites, mais c'est vraiment un. Non, moi je considère que faire confiance à la table, c'est un truc qui manque souvent au jeu. C'est l'idée, quoi. Oui, la dynamique autour de la table peut très bien dire ah ouais, t'en as pas pris, mais moi j'en prendrai à ta place. Et puis après, le joueur reste libre. C'est vrai que c'est. J'adore ce système. Ouais. De toute façon, tu sais bien, c'est dans sens, c'est un petit peu, ça me fait penser un peu aussi aux blessures mentales. Oui, c'est exactement. Oui, tout à fait. Moi, j'adore ce genre de truc. J'aime bien quand le joueur lui-même a l'autorité pour se donner des points. L'avantage que j'ai par rapport aux blessures mentales de sens, c'est que la bille noire peut avoir un effet positif. Oui. Donc on y est incité. Le défaut qu'on pourrait me citer, c'est que à partir de 5 billes noires, on peut craquer. Donc qu'est-ce qui empêche un joueur qui a vraiment envie d'optimiser de s'arrêter à 4 billes noires et de se maintenir à flot en permanence? Ouais. Là où dans Sens, malheureusement, comme elle n'apporte que des malus, elle est un peu inerte et ne sert juste à montrer aux autres joueurs, regardez, là vraiment ça m'a blessé, etc. Je passe la parole à Natacha puis à Stéphane qui a une question en suspens depuis longtemps. Oui, alors moi j'ai passé une partie avec quasiment toujours 6 ou 7 pions devant moi, donc du coup en tout cas je ressens vraiment pas le problème à partir du moment où c'est expliqué clairement que ça va avec le personnage, que c'est une façon de bien jouer son personnage, ça me paraît pas si problématique que ça. Mais Adrien Court, on passe à Stéphane. Ouais, puis de toute façon, les enjeux les enjeux de la partie ne sont pas ludistes. Du coup, dire optimiser 4 jetons, c'est peut-être intéressant dans cette optique-là, mais vu que ça n'a pas d'intérêt derrière, ça fait pas avancer l'histoire. C'est ce que je m'étais dit dans le sens aussi. Mais un joueur va le faire, peut-être, mais l'histoire va pas se centrer autour de lui, du coup. Stéphane. Pour moi, en fait, ça a eu 2 conséquences que j'ai trouvées très intéressantes. Le fait de devoir juger par soi-même et de voir les autres juger par soi-même de leur niveau de peur. Pour moi, en fait, ça m'a poussé à me reconnecter à cet enfant que je jouais et à me demander à quel point les choses étaient effrayantes ou pas pour elle. Ouais. C'est ça, et c'est le sens des blessures mentales. C'est ce que j'espère, quoi. Et c'est le premier point. Et du coup, en fait, quelque part, cette règle pousse à revisiter la dimension peur et pas juste peut-être une dimension tactique en disant bon alors je suis où par rapport aux autres finalement il y a une situation sur un bout de plan mais c'est peut-être moins ça permet de revenir sur ce qu'on ressent et la boule au ventre qu'on peut avoir. Il y a un autre truc que j'ai trouvé très cool, c'est le fait qu'effectivement, tu es, Natacha, plein de billes noires sur ta feuille. Ça montrait en fait la somme de stress qui était en toi et ça matérialise ça. Et ça envoie un signal, un signal méta qui peut s'interpréter quand on joue, quoi. Là, vraiment, c'est dingue, on voit la cohérence. C'est-à-dire que là, ce que tu signales, en fait, Stéphane, ce que tu décris, c'est le plaisir que tu ressens à un aller-retour. C'est-à-dire qu'on est dans la fiction, on en profite, etc. Puis ensuite, en tant que joueur, on ressort de la fiction, on réfléchit, on investit, puis on se remet dans la fiction et que du coup, ça crée de l'immersion. Et c'est un peu ce que tu signales, Vivien, dans ton article sur l'humour à travers le jeu de rôle, où tu dis que c'est aussi une manière de décompresser, donc de sortir, mais ce faisant comme on est sorti, on re-rentre d'autant plus, etc. Donc il y a une, tu vois, en tant qu'auteur, Stéphane, il vient de te montrer que ta théorie, elle trouve sa justification dans tes jeux, tu vois. C'est intéressant. Et c'était donc une joueuse, donc Eugénie du blog Je ne suis pas MJMé, qui me disait aussi que la bille noire pouvait être intéressante parce que c'est un geste non verbal et il peut être utilisé pour communiquer quelque chose de joueur à joueur en fait aussi. Mais oui. C'est-à-dire mon personnage, il a l'air de rester froid comme ça, mais en fait moi en tant que joueur je prends cette bille noire pour bien te signifier que non, c'est pas que ton action, j'en ai rien à foutre. C'est juste que voilà, le concept de mon personnage, c'est pas de l'exprimer, mais quand même intérieurement. Donc ça exprime une intériorité aussi, quoi, quelque part. Ça, c'est une mécanique qu'on a trouvée dans un jeu francophone
qui s'appelle Prosopopée. Et justement, Frédéric Sintès vient d'arriver. Frédéric, est-ce que ça va, la pêche, la patate? Salut. Alors, est-ce que tu as joué à Libreté, le jeu de Oui. Oui, ah Oui. bah c'est parfait. En plus, il a joué avec le premier MJ qui n'est pas moi, Eh oui. c'est-à-dire Steve. Fameux. Parce que effectivement, dans Prosopopée, il y a aussi ce système de dons et de. De toute façon, je ne vais pas nier voilà, la non, mais c'était découverte juste de pour faire une Prosopopée, transition pour la introduire découverte Fred dans le de podcast. jeux comme Monostatos, même sens. Hein, si on analyse, il y aura très clairement des liens. Le jeu n'est pas issu de nulle part, de non, mon mais génie aucun jeu, je te rassure. absolu et isolé. C'était inné. Les choses se font écho les unes les autres. Par exemple, moi je sais que dans Éveil, il y a une règle que j'ai changée suite à avoir joué à Libreté, c'était justement le fait qu'en tant que MJ, je ne puisse pas imposer des bills, parce qu'il y a aussi des bills dans Éveil, aux joueurs, que ce soit toujours aux joueurs, à la limite en tant qu'MJ, je puisse lui proposer, contre une coche, je te propose ça. Et du coup, le mécanisme devient beaucoup plus pervers et beaucoup plus intéressant. C'est pas mal ça comme idée d'ailleurs. Frédéric, toi tu as joué à Libreté, on parlait des billes noires, de la bille noire. Une princesse. Alors justement... Et effectivement, on n'a pas encore abordé le principe des archétypes. C'est un élément que j'avais noté, parce que là pour l'instant on était autour des billes, mais c'est vrai que c'est un élément dont je voulais vraiment parler. C'est parti, parce que, on reviendra aux billes noires après. Contrairement à Perdu sous la pluie, où on est tous au même niveau, on est tous un enfant, quelconque et un peu générique. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Libreté, c'est le fait d'avoir des archétypes qui vont nous permettre, dès le début, d'avoir une sorte de vision de distinction entre les différents personnages. Parce que c'était un peu le défaut de Perdu sous la pluie, c'est qu'au final, on jouait pas vraiment un enfant, mais on se jouait presque nous-mêmes, vu enfant. Parce que on n'avait pas d'éléments de différenciation entre les personnages, ou très peu. Et là, c'est quelque chose qui est très très efficace. C'est un des éléments que j'aime beaucoup dans Blistage, et que du coup j'étais très heureux de retrouver ici. C'est pour ça que je sais aussi quand on avait fait ton test, j'avais beaucoup comparé avec Blistage, j'avais fait beaucoup de comparaisons là-dessus parce que j'aime beaucoup. Bien sûr, mais mais c'est juste que moi j'ai plus Blistage dans le cœur que. D'ailleurs, Maxime, il a fait la seule partie où il n'y avait pas d'archétype. Maxime. Toi, tu as eu la proto-version. Maxime. Oui, du coup, le par contre, nous on avait les 3 caractères que je t'avais dit, et quand même, il y a clairement des rôles. Tu as fait 2 parties en fait. Tu as fait une première partie avec l'ancienne version, et tu en as fait une deuxième avec Apocalypse World, mais sans les archétypes. Oui. True story. C'est génial ça quand on redécouvre des parties qu'on a faites. Non mais en même temps c'est vrai qu'on en joue tellement que oui, c'est clair. Mais oui et j'avoue qu'à l'époque on avait discuté, on s'était dit que mettre des archétypes c'était vraiment cool, on avait découvert qu'effectivement on avait un peu de mal et que les personnages du coup étaient un peu pas flous mais voilà qui manquait un petit. Il y avait trop peu de traits, trop peu de choses personnalisées, trop peu de personnalité dans les personnages pour qu'on puisse alors il y a des rôles qui ressortent. Il y avait une des joueuses qui jouait une princesse. On avait une princesse, on avait une brute. Moi j'étais une brute genre bien sale. Voilà, sans les archétypes, il y avait déjà quand même quelques archétypes qui ressortaient. Donc j'entends l'argument d'Adrien qui dit en gros l'archétype permet davantage d'incarner le personnage dans un contexte fictionnel, et ça c'est intéressant parce que dans justement Perdu sous la pluie on était un petit peu désincarné et donc on se jouait soi-même, enfin on s'imaginait soi-même enfant. Ça c'est un premier avantage des archétypes. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Par exemple, Frédéric, t'arrives, tu dis moi j'étais une princesse. Attends, j'ai l'impression que tu as porté énormément d'attention aux archétypes. Pourquoi ce que je trouve vraiment cool, c'est le sentiment de pouvoir vraiment jouer un enfant ou un ado dans leur relation aux autres, notamment déjà parce que l'archétype nous donne d'emblée une étiquette qu'on trouve souvent finalement dans les cours de récré, même si elle n'est pas forcément explicite, l'impression finalement d'être un représentant particulier d'un registre d'adolescents ou d'enfants dans un groupe de gosses. Est-ce qu'on peut citer ces archétypes? Est-ce qu'ils sont dénombrables ou alors est-ce que ce sont les joueurs eux-mêmes qui les font? Ils sont complètement dénombrables parce que comme je disais, comme c'est largement inspiré quand même du moteur d'Apocalypse World, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des livrets ou des playbooks qui offrent un archétype avec un certain nombre de suggestions pour son nom, pour ce qu'il possède, son apparence et ce qu'on pourrait appeler des apprentissages, donc des petits trucs qu'on achète avec l'expérience au fur et à mesure. Des espèces, je sais pas, débloquer des pouvoirs entre guillemets quoi, même si c'est pas vraiment des pouvoirs. Tu peux les citer ces archétypes? Ouais, la princesse, on a vu. Alors non, donc on a la princesse, la brute, le chef, la victime, le bizarre, la maman, le solitaire, le petit bout
Et La crampe. Non, Voilà. je crois pas. Voilà. Peut-être dans les t'as pas repris les suppléments. mêmes. Donc là, Et on je me comprend demande beaucoup s'il m'en tu vois, manque pas un. Maintenant que tu dis ça, on comprend beaucoup mieux la remarque de Fred, parce qu'effectivement, c'est vraiment des archétypes de cours de récré. Il manque plus que le joueur de, foot. récré et Non, il de. manque plus que le joueur de foot et Il c'est manque bon. le sportif, Ouais, c'est même vrai, si la, mais c'est la brute. Ouais, non, moi je trouve qu'il y a la brute. C'est le chef, le sportif. En fait, Le je pense. sportif. Ah ouais, je Le note, voleur on sait de billes. jamais, Ah, le voleur de billes. J'ai, Ah bah ouais, mine de rien. Enfin, t'as Bah toujours, ouais, t'as les brutes, et puis t'as ceux qui jouent juste bien au foot, mais qui sont pas forcément. Enfin, Et très honnêtement, Vincent, j'ai hein. pensé Plutôt à un les ou deux chefs. archétypes, mais qui seraient complètement Et il y a pour le coup l'intello aussi, secondaires. hein. Quoi. Ah oui, l'intello. L'intello, c'est la l'intello. victime. Celui qui se fait martyriser. L'intello, c'est la victime. L'intello, Ah ouais, c'est vraiment le cliché des c'est années soit, 90, soit quoi. la victime, soit c'est un intello qui a quand même du charisme, et dans ce cas, c'est un chef. ouais, parce qu'on est quand même en 2016, et je peux dire qu'il y a des intellos qui sont pas forcément des victimes. Oui, mais. Bah, Je pense à moi, je pense à la version victime, mais. à notre époque, avec Natacha, c'était pas comme ça. Hein. Oui, Les intellos, je ils s'en prenaient plein Non, la et puis- gueule. Et, À mon époque non plus, mais moi je les vois je maintenant. vous garantis que dans mes classes de lycée, c'est pas forcément toujours les leaders C'est non plus. hein. Pas aussi rose, ouais. Et on parle de cours de récré, mais il faut aussi parler de, comment dire, du background culturel qu'on a, quoi. C'est-à-dire, Bien sûr. clairement, les archétypes sont aussi tirés de Sa Majesté des Mouches. J'ai lu un livre pour enfants, enfin pour adolescents, qui s'appelle. Mince, bah, super, c'est le moment où j'oublie le. T'as le pitch que je puisse t'aider peut-être. C'est des enfants qui tout d'un coup se retrouvent enfermés dans une bulle. Tous les adultes ont été transportés, Gone. ont disparu, gone. C'est ça. Donc, Waouh, Natacha, et, comment tu. Spécialiste S littérature Attention. jeunesse. Là, elle Et vient le- de prouver qu'elle était intello. Hein. C'est ça. et du coup, on va la tabasser. c'est clair. Ça va, pour parler de littérature adolescente, il y a quand même pire. hein. Et voilà, et je pense à Peter Pan aussi, Bien sûr. ou même la bande dessinée Seul aussi, qui est excellente. Et on retrouve comme ça ces archétypes-là qui reviennent. Donc, archétype, hein, on a dit, premier élément, incarnation du personnage dans la fiction. Deuxième élément, cet aspect, on est dans une cour de récré, et donc du coup, ça génère, ça génère un contexte propice à l'enfance, etc. Est-ce qu'il y a d'autres arguments pour les archétypes Ah, enfin, pour- les archétypes Parce que moi j'allais lancer contre. j'allais lancer la critique sur les archétypes parce Ah, qu'il y a j'ai eu un petit contre aussi. parce ouais, qu'il y a eu il y a déjà eu un micro shitstorm, une légère tempête, une légère tornade de shitstorm qui est arrivée. Parce que alors du coup le jeu ne veut pas questionner ces archétypes, si je comprends bien, parce que ça reste, comme on le dit, des archétypes. Tu pourrais avoir une vocation dans le jeu de faire avancer les choses en changeant un petit peu les archétypes pour faire réfléchir aux gens au fait que peut-être aller plus loin. Tu vois, genre comme on dit, la princesse, typiquement, il y a eu le truc genre, ou la maman, au lieu de mettre le parent. Alors je crois que tu as déjà répondu à ça sur les ateliers imaginaires, mais maintenant qu'on est en podcast, tu veux peut-être en parler avant que Fred veuille ajouter quelque chose. Ouais, en plus, c'est moi qui ai fait la critique à ce Ah, bon, bah, voilà. sujet. Ouais. Impeccable. Et, bon, c'est vrai que en fait, les archétypes sont tous plus ou moins. Alors déjà, oui, à la faveur Frédéric. de Vivien, ils sont tous mixtes, c'est-à-dire on a la possibilité de jouer une princesse masculine. Ça Le me prince. semble comme ça. Et ou une maman masculine aussi. hein. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ok. Ouais. Et, C'est-à-dire que les archétypes sont genrés d'un point de vue grammatical, ouais, c'est ça. mais le personnage qui peut les incarner n'est pas. On peut être une princesse et être un petit garçon. Voilà. Malgré tout, bon, la remarque que j'avais faite, c'est qu'il y en a deux qui sont extrêmement genrés, donc c'est la maman et la princesse, tandis que les autres, la brute, bon, à la rigueur, on pourrait imaginer que c'est un rôle plus masculin, mais c'est pas nécessaire. On a eu une brute très féminine, moi j'ai trouvé justement sur la partie qu'on a jouée il y a 2 jours là. Stéphane, tu me confirmeras et tu nous expliqueras ton ressenti, mais Stéphane a très bien géré le double tranchant de je tape quand il faut taper et en même temps je suis quand même une petite fille de 8 ans et donc j'aime bien faire tourner ma robe, j'aime bien enfin voilà Le truc qui 12 ans, s'il te plaît. Mais oui. et le truc dans les archétypes qui me semble transcender le principe même d'archétype, c'est qu'il y a, dans la partie qu'on a jouée, je ne sais pas si c'est systématique, mais il y a des éléments de groupe qui viennent qui viennent compliquer la notion d'archétype. Moi, par exemple, j'étais une princesse, mais j'étais aussi ce qu'on appelait un petit rat de l'opéra, puisque notre partie se jouait dans un opéra. Et on avait du coup un rôle social supplémentaire qui venait compliquer mon rôle de princesse, parce qu'on était des dominants. En fait, D'accord. on était un groupe de dominants qui imposait sa loi aux autres. Et du coup, ça venait, je trouve que ça venait enrichir mon archétype de base. Souvent, le problème de l'archétype, c'est qu'il est un peu
comment dire, il a uniforme. Il est uniforme en général. Et là, ce n'est pas du tout le cas grâce à ce phénomène. Je sais pas du tout si. C'est-à-dire que l'archétype peut s'adapter en fonction des situations et devenir particulièrement pertinent dans certains contextes. C'est ça que tu veux dire ? En fait, Il y a de la profondeur. Ouais, il se couple avec un autre, on va dire un autre archétype en quelque sorte, D'accord. et du coup ça le complique, ça lui donne plus de richesse et plus de profondeur. Je sais pas si c'est ça dans toutes les parties de Libreté. Vivien, je te laisse répondre, puis après je passe la parole à Stéphane. Enfin, j'aurais du mal à dire si c'est le cas dans toutes les parties, mais c'est ce que j'espère en tout cas, effectivement, de créer justement ensuite, une fois qu'on crée le monde, enfin la ville elle-même, on crée aussi des dynamiques, on crée des situations et on positionne son personnage là-dedans. Donc on peut effectivement épouser complètement l'archétype, choisir de l'incarner entièrement, ou on peut choisir justement de le mettre. Et j'espère en tout cas que le système pousse de toute façon à sortir juste du simple archétype lui-même et à questionner. Stéphane demande la parole depuis longtemps. Je suis désolé, je passe la parole. Pas de souci. En fait, sur un archétype tout seul, je me serais vraiment ennuyé et j'aurais pas su quoi en faire. Là, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était un archétype. En l'occurrence, je jouais la brute, qui devait être dans l'exécution, mais avec un twist. Et moi, en fait, ce qui m'a raccroché au personnage, c'est le fait qu'elle avait une robe blanche. Et en fait, tout d'un coup, ça redevenait une petite fille avec une robe blanche. Et tout d'un coup, en fait, il y avait la problématique de comment cette petite fille pouvait se voir et s'imaginer comme une petite fille. Et s'imaginer, elle avait 12 ans, donc je la voyais comme étant plus enfantine, peut-être étant en train de passer à un âge d'adolescence. Et en fait, c'est une brute en robe blanche, ça y est, ça donne un perso. Moi, ça me fait penser beaucoup à ce que Romaric remarque dans plusieurs situations, c'est quand tu compares ça à Machinarium, le fait d'avoir des personnages qui ont des petites contradictions. Ah oui. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu réfléchisses, que systématiquement nos personnages aient une petite contradiction ou quelque chose. Alors ça veut peut-être l'expliquer pour les auditeurs, c'est que je note que les personnages auxquels on s'attache, les personnages qui sont attachants, c'est souvent des personnages qui ont des contradictions en eux-mêmes. Par exemple, je citais l'exemple de Machinarium, un énorme robot qui semble être un policier, un CRS, et dans le jeu, il faut lui redonner sa poupée de chiffon. Et parce qu'il est super attaché à sa poupée, c'est son doudou. Et le CRS, il y a une espèce de contradiction qui crée. Et dans Machinarium, si on regarde la manière dont tous les personnages pourquoi les personnages sont attachants, une petite vieille avec un fusil à pompe, il y a plein de trucs, il y a plein de contrastes comme ça. Moi, je pense aussi à Minus et Cortex. Si les personnages plaisent, c'est parce qu'il y a cet aspect de petits rats insignifiants qui ont une volonté démesurée. Astérix et Obélix aussi, la contradiction fait que le couple en devient attachant. Ouais. Maxime, tu voulais ajouter ? Est-ce que du coup tu as commencé à rédiger Libreté ou pas ? Parce que est-ce que juste les archétypes, non mais c'est juste pour répondre à les trucs qui m'avaient répondu. C'était sur les archétypes, parce que tu dis j'aimerais que les gens ne restent pas dans les archétypes, enfin que ça soit juste un guide et que voilà. Est-ce que tu le rédiges ça ? Parce que ça me paraît important. Parce que je suis pas sûr que le système le permette à lui tout seul, quoi. Ou est-ce que tu espères que le système le permette à lui tout seul ? Moi, j'espère que le système le permet à lui tout seul. Pour moi, la partie. Il y a des choses qui émergent au cours d'une partie. C'est exactement ça. En fait, ça commencerait à me gêner de trop. Alors, pour la contradiction, peut-être, mais enfin, il y a des éléments qui peuvent suggérer ça. Je peux peut-être en rajouter un peu pour encourager, mais encourager, ce n'est pas. Le formaliser. J'ai pas envie de trop formaliser ça. Le tue l'amour. J'ai pas répondu exactement à ta question du départ quand même. Je ne remets pas effectivement viscéralement en question les archétypes en soi. Mon idée, c'est que ces choses-là se traînent dans notre inconscient collectif ou quelque chose dans le genre depuis très 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 longtemps. Ouais. Et on peut les questionner, mais l'objectif de Libreté, c'est pas de dire attendez, non, c'est pas bien d'être comme ça ou quoi que ce soit. Maintenant, je laisse la possibilité. Donc clairement, vous avez la possibilité, quand vous créez une brute, de créer une brute masculine ou féminine, et ainsi de suite pour tous les trucs. J'ai mis aussi des exemples qui vont dans ce sens. Par exemple, dans un des personnages qui servent aux exemples de règles, il y a une espèce de chef de la garde qui a comme archétype la maman, c'est-à-dire qu'il considère ses soldats en quelque sorte comme ses enfants en un sens, il les materne. Tu as envie d'inviter les gens à faire les choses, tu n'as pas envie de les obliger à le faire. Mais je rejette pas non plus la puissance de l'archétype incarné pleinement dans tout son conformisme en un sens. Mais, Adrien. Et juste, je sais plus si ce que j'allais dire. Et pour moi, voilà, le fait que ce soit des enfants, donc effectivement, ils ont un potentiel, voilà, mais c'est aussi chez les enfants qu'on trouve déjà le conformisme le plus parfois violent, quoi. Finalement, ils sont déjà
ils ont déjà des règles et qu'ils ont du mal à remettre en question. Et en plus, voilà, le but de Libreté, c'est quand même de dépeindre des gamins avec leurs défauts, c'est des etc. êtres qui sont en pleine socialisation, donc forcément, ils intègrent. Il y aura ils auront du mal avec ces choses-là, quoi. Ce sont des éponges. Justement, j'allais faire une remarque à ce propos-là. C'est un peu l'aspect contradictoire des archétypes, c'est que je trouve que pour des enfants, c'est pas très approprié au final, parce que on n'est pas encore dans une période de construction de la personnalité, c'est pas encore des ados qui recherchent à s'identifier absolument. Par contre, faut bien voir une chose, c'est que Libreté, par rapport à Perdu sous la pluie, je me disais, vous pouvez jouer des enfants entre 6 et 12 ans. Libreté, on commence à s'approcher plutôt de l'enfant entre 10 et 14 ans. C'est-à-dire que voilà, il y a une certaine. Si on joue vraiment, à part l'archétype du petit bout qui veut clairement être celui du tout petit, etc. Je pense que c'est plus adapté quand même à des enfants proactifs qui commencent déjà à se construire. C'est clairement les gamins, voilà, on disait de Sa Majesté des Mouches. Et puis. Pardon. C'est déjà l'adolescence du coup. Ouais, c'est la préadolescence, en quelque sorte, les débuts de l'adolescence. Du coup, pour moi, c'est en fait c'est le principe c'est pas le principe de je m'identifie et je me sens brute, c'est le principe de les autres me voient comme une brute. En fait. Voilà, c'est ça. C'est voilà, je pensais, quand on en a parlé, je pensais à l'existentialisme de Sartre. C'est la société de Libreté qui nous fait devenir brutes. Révolution copernicienne. Voilà, tout ça. Sauf que là, c'est le joueur qui le choisit. C'est pas un élément qui survient parce que les autres joueurs disent. Par exemple, on pourrait imaginer des jeux où tu dises ce que les joueurs ressentent de l'autre personnage. Ils disent, moi j'ai peur de ton personnage parce que. Et donc du coup, si tout le monde fait un truc comme ça, à la fin on dira, bah oui, t'es la brute du groupe. Et là, ça fonctionne à l'envers. Du coup, c'est différent de ce que t'as dit, Natacha, j'ai l'impression. Non, parce que sur les fiches de personnages, c'est marqué comment les autres me voient, et comment les autres me nomment. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Ça vient après. On est d'accord. Là, pour le coup, c'est dans la continuité du jeu de rôle où tu choisis ton archétype. Bien sûr, non mais la remarque que je faisais, c'était pas une remarque. Tu vois, faut que tu changes ça. C'était plus une réflexion sur la question de l'enfant et de l'identité. Mais du coup, est-ce que, comme dans l'Apocalypse, sur la fiche, il y a des relations préexistantes avec machin marqué machin me craint car ou ce truc-là qui sont orientés avec l'archétype, ou est-ce que tu as pas fait ça? Pour l'instant, c'est un des points que je changerais peut-être. C'est peut-être pas assez développé. Pour l'instant, c'est ceux que je pense être mes amis. Je pense être ami avec machin parce que j'ai beau le martyriser, en fait, je l'aime bien quand même. Ça, c'est pour la brute. Parce que clairement, moi, ce que je trouve qui fonctionne très bien dans les systèmes Apocalypse, c'est ça, c'est que le fait de répondre à ces questions-là en début de partie, ça crée un background dans l'équipe qui fait qu'on peut commencer direct. Et c'est pour ça que j'envisage de le pousser un peu plus loin, parce que j'ai vu avec Monster Hearts par exemple un peu hier, et je le ressens à chaque fois que les relations de départ sont pas assez poussées et que du coup faut forcer un peu. Et pourtant on avait des questions précises déjà dans Monster Hearts. Votre discussion est vraiment passionnante. Je sais que Stéphane a aussi envie de la continuer, mais le problème, si vous voulez, c'est que là on est dans un podcast qui parle du projet Libreté. Vous êtes déjà en train de décortiquer le système, sachant que celui-là n'est pas forcément nécessairement encore fixe, puisqu'il est encore il est quand même très très largement avancé par D'accord, contre, ok. là pour le coup. Donc on pourrait déjà en parler, mais est-ce que ce sera pas plutôt l'occasion d'en parler peut-être dans un one-shot, dans un playtest futur? Libreté, on va et parler après d'éléments aussi de voilà. production. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien. On est déjà tard dans ce podcast. On va pas tarder à aller manger. Il y a des gens ici qui doivent aller préparer le repas, mais il me semble, non? Donc il faudrait si possible qu'on avance. Donc comment est-ce que tu comptes? Maintenant parlons. Donc voilà, on a bien vu l'idée, on a vu ces rapports de partie. Maintenant on arrive à la phase publication. Comment est-ce que tu comptes publier ce jeu? Est-ce que tu as déjà des projets? Parce que tu sais que tu es notre expérimentateur. C'est toi qui fais toujours le truc inattendu. Toujours vraiment. Ouais, si. C'est par l'impression à la demande de la Poste. Allez à l'Amazon. Après Amazon, le diable. Alors c'est ça. Alors, donc là, j'imagine que tu vas faire un crowdfunding. Exactement. Oh le traître. Non, j'envisage. Alors. Une précommande participative. J'en ai déjà parlé dans ces micros pour, je sais plus, un podcast notamment sur l'objet ou quelque chose comme ça. J'avoue peiner un peu maintenant par rapport au format Lulu standard. Et j'ai envie d'essayer autre chose. Et pour essayer autre chose, il faut reconnaître que pour quelqu'un qui n'a pas envie de mettre une mise importante de fond, le financement participatif est extrêmement intéressant. Soulève énormément de questions en termes de forme de société, ce genre de choses. Est-ce que c'est possible de le faire, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur? Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? Ça, c'est les questionnements que je me pose. En termes de société, tu veux dire en termes de société juridique? Ouais, je commence par la société en termes d'entreprise. Voilà, en termes d'entité juridique, exactement.
Ça soulève ces questionnements-là, ça soulèvera aussi d'autres questionnements, ça soulève la question effectivement de la façon dont le financement participatif est utilisé actuellement et à quel point je peux m'en éloigner et à quel point ça peut être intéressant aussi d'aller dans un certain sens. J'ai découvert que des fois la question de, par exemple, ce qu'on appelle les paliers peut parfois faire naître des idées intéressantes et d'autres fois passer pour un enfermement. D'accord. Donc tant que tu mets pas des stickers libretés au bout de 20 000 € récoltés, ça va. Je pense qu'on t'en voudra pas, quoi. Non, mais par exemple, je me suis posé la question, par exemple, de fournir en PDF gratuitement, si on atteint un certain seuil, des archétypes différents. Et j'ai eu des idées d'archétypes, on va dire, avancés, entre guillemets, qui sont clairement à part du truc. Mais maintenant, l'idée, c'est clairement pas de faire une version collector. C'est pas de faire un matériel auquel vous n'auriez pas accès si vous n'aviez pas payé plus. On parle pas d'un truc à 100 € avec 200 personnes qui vont participer et c'est fini. Pour l'instant, mon projet tel qu'il est conçu actuellement, ça peut être amené à évoluer. Ce serait 250 pages, à peu près 200 pages, 25 € ou 30, ça dépendra avec éventuellement une couverture rigide ou une couverture souple, ça dépendra de beaucoup d'éléments, mais ce serait ça. Après, j'ai des idées, par exemple, d'un kit de démonstration qui servirait pour les conventions et qui pourrait ensuite être acheté aussi en plus, et éventuellement de libreté, on va dire pré-tirée, c'est-à-dire de villes déjà conçues pour ceux qui n'ont pas envie justement de... Frédéric. Je sais pas si tu as prévu ça, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant dans quelques crowdfunding que j'ai vus, c'est le fait de faire des paliers par rapport à du contenu supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, The Name of God, c'est un jeu italien qui en fait propose des sortes d'ajouts sous la forme de... je sais même plus en fait à quoi ça sert exactement. Je suis désolé. Mais c'est-à-dire faire écrire des éléments de contenu pour le jeu par d'autres auteurs, par exemple, ou c'est le cas aussi dans Sweepers Inc., qui est un jeu de pardon, Laurent Devernay, ouais, c'est ça. Et qui est devenu indépendant cette année. Oui, sur ce jeu, ouais, tout à fait. Et qui, du coup, a proposé à d'autres auteurs connus d'écrire des sortes de suppléments qui sont intégrés au livre principal, en fait, pour le jeu. Et je trouve ce principe vraiment intéressant. Vraiment, on sort de l'idée de goodies qui me plaît pas forcément beaucoup. Et voilà, moi, ce qui me fait bien, j'y ai carrément pensé en fait, et j'espère effectivement faire quelque chose comme ça si c'est possible. J'avoue que le truc qui me ferait peine, ce serait de proposer 15 000 trucs de matériel juste pour entretenir les gens et au point où à un moment on se sent dépassé par son propre truc et que l'envie n'y est plus et que c'est juste. Mais par contre, proposer à des amis, des connaissances d'ajouter du matériel, ça me ferait extrêmement plaisir. Après, il faudrait voir dans quelles conditions, on va dire, hélas. J'étais en train de penser à un crowdfunding pour un auteur indépendant qui serait palier 1, l'auteur est rémunéré 2 fois plus, palier 2, 4 fois plus. Après, il y aura aussi éventuellement le problème de l'illustration. Donc ça, c'est le problème de l'illustration. Là, actuellement, pour moi, c'est un problème, parce qu'il faut que je trouve un illustrateur avec lequel qui soit prêt à s'investir avant même de toucher de l'argent et qui soit prêt à fournir peut-être 1 ou 2 illustrations pour lancer le Kickstarter. Illustrateur, si tu nous écoutes, le crowdfunding de Vivien. Tu veux pas faire comme Perdu sous la pluie, à prendre des dessinateurs morts et tomber dans le domaine public ou... Non, ça marchera pas là. J'ai beau essayer d'y penser très très fort, j'y arrive pas. Et t'as essayé toi Photoshop, ça marche pas. Non, j'ai essayé, c'est une catastrophe. J'ai essayé de faire mon Vincent Baker, de mettre des filtres noirs et blancs, et c'est une horreur quoi. Ah merde. Mais là, pour le coup, niveau goodies, je pense que tu vas pas te noyer. Je veux dire, si tu parles de plans de ville, d'archétypes supplémentaires, éventuellement de billes noires. Ah oui, non, mais c'est tout ce dont on parle. Je veux dire, tu vas pas commencer à t'amuser à sortir. Clairement pas. 50 minutes et éventuellement, même si moi je suis très moyen pour les participations d'autres personnes, mais ça c'est une préférence personnelle. Mais on parle pas. Et là, tu parles, je pense que toi, tu ferais genre 5 € t'as que le PDF, 30 € t'as le bouquin et voilà, et entre guillemets, point. Ouais, le PDF serait peut-être un peu plus cher que ça parce que je me rends compte vraiment que le prix d'un livre n'est pas si élevé que ça en fait.
Quand tu tires un certain nombre d'exemplaires, tu te rends compte que le prix du livre par rapport au prix d'un illustrateur, par exemple, ou Ouais, bon, ça, après c'est clair, les frais de port sont importants, mais les frais de port souvent sont rajoutés au prix du livre. Donc sur un livre à 25 €, le livre il va te revenir à 5 €, tu vois. Ouais, à peu près. Ouais. Tu veux qu'on parle de Chrysopée? Oui, mais mais après il y a c'était des un choix choix de toute particuliers. couleur, enfin bon, c'est voilà, autre chose. mais dans on va dire un livre noir et blanc même de bonne qualité peut coûter 5 € à peu près. Et on se rend compte à ce moment-là que le PDF est sous-vendu en fait par rapport au travail qui est effectué, y compris d'illustration notamment et de maquettes, etc. quoi. Et le problème de la sous-vente, c'est aussi que derrière, ça donne pas de valeur pour l'acheteur à l'objet. Bon, maintenant c'est vrai. clair que je vais pas non plus vendre un PDF 30 €. Ça. Mais voilà, c'est de ça qu'on parle. On parle pas de 20 000 paliers avec des trucs pour des boutiques. Non, à alors 250 il parle pas 300. là, si tu parles pas de palier, tu Non, parles comment ça s'appelle d'investissement Ouais, possible. ouais, parce que c'est compliqué. de catégories il y a d'investissement. deux catégories. Oui, c'est ça. Parce que clairement, moi je vois qu'il y a deux types de entre guillemets, tu vois, je vais faire mon relou, je vois qu'il y a deux types de crowdfunding en ce moment. Est-ce qu'il y en a un où tu vas faire le ménage et animer une partie de jeu de rôle chez quelqu'un? Il y a ceux qui vont trop loin et il y a ceux qui sont modérés où il n'y a pas 30 000 options et que de toute façon on voit clairement que tu es là pour soutenir un projet, point. Mais Romain, il voulait relancer quelque chose. Une nuit sous la pluie avec l'auteur. Je m'invite à manger chez vous si vous payez 3 000 €. Quand j'écoute en tout cas les gens de chez Ulule, parce que j'imagine que tu passeras par cette plateforme, c'est des gens qui sont parfaitement compétents en matière de jeu de rôle, ils connaissent le marché du jeu de rôle, ils sauront te conseiller aussi. Moi, ce qui me fait un peu peur dans le crowdfunding avec Ulule, c'est que quand j'entends les gens d'Ulule parler, alors je suis désolé, j'ai oublié leur nom, hein, mais j'ai des souvenirs très très récents, notamment dans un podcast, une table ronde qui avait été animée par Julien. On entendait en fait un gars de chez Ulule qui parlait, on voit en fait qu'il fait presque du travail d'éditeur. Et donc du coup, la question, moi, quand tu passes par Ulule, ma question, c'est est-ce que tu es toujours aussi indépendant que ça? D'autant plus si Ulule, alors je vais te laisser répondre après, mais d'autant plus si par Ulule tu rajoutes du contenu. Enfin là, du coup, ça veut dire qu'il y a comment dire? Pour moi, un jeu de rôle, c'est un tout cohérent. Et l'auteur a fait tous les choix. Si tu laisses à tes souscripteurs finalement l'opportunité de faire des choix. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'en gros, t'aurais pas mis ça si on n'avait pas gagné, si on t'avait pas mis suffisamment d'argent. Enfin, ça, c'est un peu la problématique des DLC. Par exemple, t'achètes un jeu, si tu dois acheter un DLC pour avoir sa fin, ben c'est problématique. Qu'est-ce que le jeu non, à ce moment-là? Je suis d'accord là-dessus. En fait, pour moi, les paliers les moins problématiques, c'est ceux qui consistent à améliorer la qualité de l'ouvrage de base, en fait. D'accord. Là, c'est clair. Si vous mettez plus d'argent, je vais pouvoir aller plus loin dans la qualité. Maintenant, voilà. Voilà, donc en fait, le contenu lui-même, après. Alors, Frédéric, c'est toi qui encourageais cette pratique. Donc, en fait, c'est peut-être à toi de répondre. On peut tout à fait imaginer un ajout de contenu qui soit quelque chose qui ne soit pas indispensable. Satellitaire. Ouais, par exemple, imagine si pas forcément. On propose des situations supplémentaires. On pourrait dire voilà, des canevas en plus pour des murs, voilà, des scénarios supplémentaires, des choses comme ça qui seraient écrits en plus par d'autres personnes. Du coup, ce serait vraiment une forme de plus-value et quelque chose qui n'entrave pas la cohérence globale et interne du... Vous avez le travail... Ça enrichit le jeu parce que ça donne des points... Parce qu'en fait, tous les canevas que Vivien écrira sera avec sa vision du jeu. Et si c'est d'autres personnes qui mettent des canevas, c'est vrai que ça donne d'autres visions du jeu. Je me demande par exemple... Des setups de base peut être intéressant. Stéphane, excuse-moi. Oui, par exemple, en fait, s'il est donné la possibilité à la table de créer Libreté, peut-être que la vision de Libreté de tel ou tel auteur pourrait donner en fait une interprétation particulière qui n'est pas du tout obligatoire pour jouer le jeu. Moi, je ne dis pas que c'est mal en soi, hein, Stéphane, de faire ce genre de choses. Je m'interroge juste sur les limites et justement jusqu'où faut les limites à ne pas dépasser. Ouais, moi, je me dis franchement, au bout d'un moment, si tu as plus d'argent, ça veut peut-être dire que tu vas être rémunéré ne serait-ce qu'au niveau de ce que ton travail mérite. Pourquoi se sentir obligé de proposer des nouveaux trucs que tu n'aurais pas fait sinon? Pourquoi juste pas Parce que Ulule n'acceptera pas, et c'est là qu'il y a une dimension éditoriale. Ouais, parce que j'ai envie de dire, Libreté, il est complet, tu dois créer la ville. Si tu proposes des canevas, déjà, moi je trouve ça gênant parce que c'est aux joueurs et à la table de créer le canevas dans Libreté. Pas forcément. Tu peux. C'est pas une obligation, c'est un peu radical, tu vois. C'est la proposition du jeu. Maintenant, proposer aussi éventuellement
une vision. Mais ça m'emmerde un petit peu toutes ces réflexions qu'on commence à avoir sur le fait que si jamais tu as de l'argent, alors il faut penser à l'avance à proposer tout ça. Juste fais ton jeu, vends-le et gagne de l'argent, quoi. Ouais, moi je suis un peu Je suis comme assez Maxime. d'accord, ouais, c'est vrai. Ouais, le fait que En fait, la faut pas manière avoir de honte d'un financer le succès. jeu. Faut pas avoir honte d'un succès parce que l'objet a plu, la thématique plaît. Faut pas avoir honte et de se dire bah oui, j'en ai vendu 4 fois plus que ce que j'espérais, j'ai gagné 4 fois plus de thunes là-dessus. Je ferai d'autres jeux plus facilement à l'avenir. Non, mais Le l'avantage problème, des c'est que paliers, c'est que vous c'est prenez le promotionnel. problème à l'envers, en Oui, fait. c'est ça. Le principe du palier, c'est qu'il te coûte beaucoup moins cher, théoriquement, que ce que tu auras gagné pour l'atteindre. Oui, puis il y a une dimension C'est ce que- promotionnelle. Il y a Oui, une dimension c'est promotionnelle. exactement, On c'est a ce que je dis. atteint- Le Oui, voilà. but, c'est d'attirer les gens pour Ouais. faire monter ce palier. Et une fois que tu as ce palier, en fait. Mais je pense que c'est les attirer pour des mauvaises raisons. Si les gens viennent pledger pour le palier, ça me déplaît fortement. Moi, j'ai personnellement. jamais, j'ai jamais backé un jeu pour les paliers. Non. J'ai toujours backé des jeux ou les produits parce que le produit m'intéressait. Maintenant, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pardon, Stéphane, tu voulais ajouter un truc peut-être? Oui, je pense qu'il y a un problème fondamental derrière tout ça, qui est le problème du fait que le prix, c'est cette adéquation du prix au matériel. Et c'est le fait qu'un jeu, s'il est en PDF, s'il est dématérialisé, et même s'il propose des expériences de jeu, s'il propose un temps de jeu conséquent, s'il propose des choses très intéressantes, est encore vu comme quelque chose qui vaut moins cher que la même chose qui a été imprimée. Et je pense que tant qu'on a tant que ce paradigme-là, cette espèce de truc qui dit que on peut J'ai mettre envie de dire palier. Tant que ce palier sera pas franchi. tant qu'en fait on achète des bouquins de jeux de rôle au lieu d'acheter des jeux. On est face à ça, et on est face au problème de la rémunération de l'auteur, parce que finalement on se met à acheter du matériel et on se met à rémunérer ceux qui sont capables de produire tout ce matériel en assez grande quantité pour en tirer un bénéfice. Je suis totalement d'accord avec toi. Vous êtes en train de refaire le podcast sur l'emballage. Ouais, absolument. et l'illustrateur, quoi, parce que dans l'idée, si jamais tu réussis bien, peut-être que tu auras ne serait-ce que les moyens de payer l'illustrateur à sa juste valeur, ce qui serait déjà bien. Bah, c'est clairement un objectif. Pour revenir à cette histoire de palier, juste. Ouais. Excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais j'attends peut-être que vous ayez fini pour justement apporter ma réponse à tout En ça. fait, si tu veux, c'est que. Je pense que c'est autre chose. Alors vas-y, réponds, Vivien, je t'en prie. Donc clairement, un des objectifs, c'est effectivement. Alors à un moment, l'illustrateur, ça m'agaçait un peu parce qu'on dit l'illustrateur avait l'air souvent. Finalement, assez mieux payé qu'un auteur, globalement, qu'un pisligne, on va dire, dans l'édition du jeu de rôle. Mais rétrospectivement, moi, vraiment, un objectif, c'est maintenant d'avoir un illustrateur vraiment dont j'apprécie énormément le travail et que je pourrais payer à la hauteur de son travail. Ça, c'est pour moi un des grands intérêts du financement participatif, c'est cette possibilité-là, justement. Voilà. En ne négligeant pas le fait de toi te payer à ta juste Non, valeur. t'inquiète pas pour ça. Non, bien sûr, ça c'est clairement. Mon but n'est pas non plus de me sacrifier au nom de mon jeu, voilà. Mais Comme beaucoup d'auteurs le font. voilà. Toujours est-il que alors moi, je ne renie pas un aspect positif, mais néanmoins problématique du côté célébratoire du Kickstarter, c'est-à-dire l'aspect. On vient, on est nombreux à aller sur le truc, Feu on nous offre, d'artifice. on invite des amis qui viennent apporter du matériel. Et y a Le happening, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un côté happening qui a D'accord. des défauts, mais a aussi des aspects. Je veux m'aider, alors venez tous baquer, les gars. Enfin, c'est ça, le palier, c'est ça Voilà. l'avantage. Donc, du palier. et dans le côté de ce que disait Frédéric, le côté des amis viennent apporter leur touche. Moi, je trouve ça super. Enfin, ça j'adorerais. En tout cas, personnellement, voir ça, je trouverais ça super cool. Quoi. Et tout comme, de toute façon, un auteur est super content quand il apprend qu'il y a eu une partie et qu'on lui fait un compte-rendu et que des gens se sont appropriés son jeu. Ouais. C'est la même chose, au fait, finalement, en un sens. C'est juste une étape supplémentaire. Voilà. C'est un peu une soirée d'anniversaire pour le jeu, au final. Ouais, c'est ça, quoi. Une sorte de grosse fête. Mais moi, je veux bien, par exemple, pour des paliers de libreté, proposer, par exemple, un podcast de la cellule particulier en plus. Par On exemple, est tous costumés en enfant. Non, mais si, c'est important. Non, c'est important parce que je sais que les gens qui achètent du jeu de rôle indépendant, ils aiment bien les podcasts de la cellule, ils les écoutent. Donc, du coup, ça peut être un palier intéressant à dire, tiens, si vous passez ce palier-là, on fait un podcast spécial qui sortira pas un jeudi, mais qui sortira un autre jour, en plus, sur Libreté, avec Vivien, avec quelques-uns de ses potes. Tu vois, un truc comme ça. Moi, alors j'ai un petit retour en arrière tout rapide à faire. C'est sur ce que disait Maxime tout à l'heure sur la manière dont les participants au financement peuvent
contribuer. Donc il y a des projets où c'est le PDF, le livre avec machin, le livre avec bidule, le truc, je viens chez vous, je fais une partie avec une liste sans fin. Oui, bon, et la version où c'est juste le PDF et le livre. Alors moi je t'invite quand même à réfléchir à la première solution, parce que moi je sais que ça m'est arrivé de payer plus que juste le livre. C'était pas pour avoir le truc autour, c'était parce que j'estimais que cet objet-là, j'avais suffisamment envie de l'avoir et que ça méritait plus que ce qu'il demandait. Le rapport qualité-prix Voilà, était intéressant. exactement. Et donc moi, je t'invite à réfléchir à ne serait-ce que proposer le livre plus un bisou que je vous envoie par la pensée, tu vois, et tu le mets à 10 € de plus ou une somme libre. Et c'est un moyen pour ceux qui ont envie de payer plus de le mettre, et c'est un truc que je t'invite à mettre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'en pensent les gens de chez Ulule. Est-ce qu'ils vont accepter ça ou pas? J'ai vraiment hâte de voir. Parce que moi, c'est un truc que je suis complètement prêt à faire pour certains produits, pour certains projets. C'est qu'ils coachent vraiment les auteurs et les gens qui passent par leur plateforme. Ils les coachent vraiment et ils leur disent ça marche pas. On a des statistiques et voilà les voilà. Et moi je me demande jusqu'où est-ce que tu as la possibilité de la répondre à tout liberté. ce que vous aviez dit, sauf si vous avez d'autres éléments. Mais après, si vous en rajoutez à chaque fois, on va repousser ma réponse. Alors un des points déjà, c'est que moi je renie pas l'aspect matériel du jeu de rôle. Et je renie pas le fait d'apprécier le format livre, d'apprécier le matériau lui-même et d'avoir envie. Sinon, je considère que le jeu de rôle, c'est le truc immatériel qui est porté par l'objet. Je passe par Lulu, Non, je m'embête pas. c'est les deux. Stéphane disait, c'est le matériel, oui, mais aussi le travail. Mais on est d'accord. Ouais. Mais ça, on n'est pas. C'est pas. Je vais quand même pas dire le contraire, quoi. C'est pas l'un contre l'autre. Sinon, je bosse pas. Je sors juste un livre. C'est pas le fétichisme de l'objet absolu contre l'auteur. Voilà. Donc pour moi, c'est un intermédiaire. Donc les deux sont. Voilà. Sinon, tu fais juste Perdu sous la pluie, la V5 là. Ouais, c'est ça. Et je le fais sur plus de pages, mais avec un beau bouquin. C'est ça, avec un beau bouquin, avec t'as enlevé tout le BG parce que le BG on s'en foutait, tu réduis ça à 3 pages et puis. Alors, le dernier point, c'est là où j'ai un peu fait enfin peut-être pas le deuil, mais en tout cas où je reviens un peu sur cette notion d'indépendance, c'est que quand tu dis que, alors je sais pas à quel point Ulule ils interviennent. Ça, peut-être que tu vas très très loin. C'est pour ça que j'ai hâte de voir. Mais quand tu passes par Lulu. Lulu arrive, elle te dit pas je te conseille ça, elle te dit t'as le choix entre ça, ça et ça. Choisis. Tu le fais. En quoi c'est pas déjà finalement un éditeur qui t'aurait dit en fait aucun d'entre nous n'est indépendant au sens pur du terme. Excuse-moi. Parce que toi t'es pas limité par tes moyens. Je suis pas désolé, Romaric, tu te rappelles tes couvertures plastifiées. Si je voulais, non mais attends. T'as tes problèmes de poste. Je pense que Morgane peut se revendiquer aussi dans cette catégorie. Ouais, parce qu'elle a été chercher le format. C'est pas ça en fait la question de l'indépendance. C'est pas la question d'être absolument indépendant de tout. On vit dans le monde quand même. On n'est pas. La question de l'indépendance, c'est surtout déjà être soi-même décisionnaire par rapport à notre projet. C'est ne pas avoir une pression au-dessus de nous, quelqu'un ou quelque chose qui va nous dire. Là, écoute, si tu fais ça va moins se vendre, alors il faut que tu fasses autrement. Non, voilà, c'est nous qui qu'organiser ce qu'on veut par rapport aux contraintes qui existent naturellement dans le monde. De toute façon, là, on dit du rien. Enfin, je suis tellement d'accord avec Frédéric. Mais c'est ça, et accepter. Alors après, accepter le conseil d'un ami, on va pas considérer que c'est perdre son indépendance. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Écouter des gens, c'est voilà. Après, évidemment, les gens du LUL, pour l'instant, je vais pas appeler ça des amis, c'est voilà. Mais accepter le conseil, même d'un éditeur, c'est pas en soi perdre son indépendance. Après, à quel moment tu la perds? Au moment où tu cesses de faire des choix. Au moment où tu cesses de faire des choix, mais à quel moment tu cesses de faire des choix? Quand t'es mort? Mais non, attends. Je sais pas, à partir du moment où tu choisis Ulule pour développer ton jeu, c'est toi-même qui as choisi Ulule. Non, mais tu as choisi de travailler dans ces contraintes. J'ai poussé un peu. Si un éditeur te dit on va faire comme ça et que tu dis mais j'aimerais pas trop et qu'il dit si, on va faire comme ça, là tu cesses d'être indépendant. Bah oui. Mais est-ce que ça est-ce que ça réussit souvent? J'ai un exemple en ce moment avec 1% qui me vient en tête, mais pourquoi vous rigolez? On va pas là je pense que vous en avez trop dit ou pas assez. C'est juste qu'apparemment 1% donc a sorti une couverture qui a fait beaucoup parler parce qu'elle était éminemment sexiste et racoleuse. Et les illustrations à l'intérieur aussi. Et les illustrations c'est quoi 1%? C'est quoi? C'est un jeu de biker. Tu joues les 1% de bikers qui dealent de la drogue, qui sont horribles et racistes, etc. Et tu joues ces gens-là. Et il semblerait que l'auteur a cédé un petit peu à un éditeur qui, lui, voulait plus pousser en avant ce genre d'illustration parce que ça fait vendre. D'accord. Et là, ça a fait un tollé sur Cassius Belli notamment. Cassius No, pardon. Cassius No, ouais. Voilà, donc ça, là, apparemment, ce serait un exemple, effectivement. Mais globalement, voilà, après, effectivement, à quel point Ulule pose la barre, à quel point ils sont influents, je verrai si jamais, effectivement, c'est le genre... si c'est le genre à... De toute façon, il a toujours le choix. Moi, mais moi, je crois que Ulule, ils vont juste dire notre intérêt en tant que plateforme, c'est que ça réussisse.
Ouais, mais c'est pas non plus. Maintenant, Voilà, on après, te ils donne des perdent- statistiques. Voilà, on te donne des statistiques de ce qui marche. T'en fais ce que tu veux. Mais à mon avis, il y a un moment donné, si tu fais des trucs où ils sont sûrs que ça marche pas, ils te diront, bah écoute, passe pas par notre plateforme. Et ils te diront, non merci, bye bye. Après, voilà. Quoi. Et en même temps, j'ai pas l'impression que je sois parti pour des trucs qui sont tellement aberrants que. Non, mais tu vois, quelque part, ton indépendance, Vivien, elle s'exprime aussi dans le fait de faire des choix qui, à chaque fois, sont des choix d'expérimentation. Je vais aller chez Amazon parce que machin truc. C'est un choix d'auteur indépendant de se dire, tiens, je vais essayer un truc nouveau, etc. Et le choix, il est fait à ce moment-là. Une fois que tu es dans le mécanisme, dans les rails d'Amazon, bah, faut pas s'étonner que ton prix il soit bizarre, Mais etc. je pense que c'est important de revenir, effectivement, parce que Fred a bien fait de remettre aussi les choses sur la table, sur la notion Il a d'indépendance. bien fait de revenir sur la cellule, oui. Même s'il y a des, non, mais même s'il y a des podcasts dessus, c'est pas grave. Les gens ne les ont pas forcément entendus ou ils les ont oubliés. L'idée que l'indépendance, c'est pas uniquement celui qui a une espèce d'idéal absolu, qui est complètement hors du monde. C'est exactement les débats qui existent en philosophie sur la liberté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans Évangélion où Shinji est dans un espace complètement blanc et dit si je suis dans un espace dans lequel je suis totalement privé de contraintes, je ne suis pas libre. Sans souvenir, je suis zéro. apparemment. Ouais, non, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Remarqué que t'as pas eu les mêmes cours de philo que nous, j'ai l'impression. Mais non, mais je sais pas, la philosophie J'aurais est partout. peut-être plus été intéressé en terminale si on me Ouais, dit je des pense, mangas. Je crois que la philosophie, c'est avant tout des rencontres. Enfin voilà, je veux dire, et pour moi, le débat, il est déjà sur cette notion de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? C'est évidemment ne pas avoir de contraintes. C'est pas Ce n'est qu'est-ce que c'est être- que la libreté plutôt Parce que là, on est en train de dériver complètement, les enfants. Hein. Bah, on parle des méthodes de publication de Le Vivien. problème, c'est que la méthode de publication est un sujet en soi. Quoi. Le projet de libreté, c'est aussi les projets expérimentatoires, j'ai envie de dire, de Vivien Féasson. On sait que c'est un expérimentateur, qu'il titille. Tu voulais parler, Maxime? Stéphane, tu avais une question? Voilà, donc, Non, mais en fait, il ne s'agit pas de travailler en étant isolé des autres. Parce que je Oui, pense oui. que personne autour de cette table, et puis personne n'a vraiment envie de ça, et c'est pas comme ça qu'on fait quelque chose de bien. Moi, j'ai un mec enfermé dans ma cave qui crée mes jeux. Hein. Je le fais pas chier. Il a un contact avec toi, non, tu vois? non, ah, d'accord. pas du tout. Il a du lien social. Il s'agit de choisir ses liens et d'essayer de bien les choisir. Alors, quand on commence à passer un contrat avec une plateforme de crowdsourcing, quand on commence à passer un contrat avec Amazon, on essaye de trouver le meilleur chemin pour faire passer quelque chose qu'on a inventé soi à des tas d'autres gens. Et voilà, c'est pas forcément facile à trouver. Il faut essayer des choses, quoi. Il faut pas en vouloir aux gens qui essayent. T'as une idée quand même de la forme que ça aura, Libreté? Un livre, des cartes? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre de 150 pages à peu D'accord. près. Ok. à 4, Mais à tu cinq. finis À à 5, je pense. Quand Mais même, tu vois, ça dépendra beaucoup ouais. aussi de ta méthode de financement. Ouais, apparemment. ça va dépendre, mais globalement, l'idée, c'est ça. Quoi. Tu reprendras pas le même type de format que pour Perdu sous la Non, pluie non. D'accord. Je partirai pas Peut-être pas là-dessus. très adapté à beaucoup de Non, textes. Ouais. Je pense pas. De toute façon, c'est Natacha. très pénible à ranger dans une bibliothèque. Mais... Exactement. Alors, Le mec, il sort du lot. Conformisme. à titre personnel, moi j'ai fini ma batterie de questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Vivien avant de clore ce podcast? Une dernière peut-être? Si tu Maxime? atteins le palier 5, est-ce que tu nous invites dans une villa sur la côte Est? Ok, d'accord. Je vous perds dans la ville et ensuite je vous laisse. Sous la pluie. Salopard. Donc voilà, je pense que on Est-ce va. que tu fourniras un parapluie si on atteint le palier? Ah putain, mon Dieu. J'aurais jamais dû laisser ça se faire. Donc, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais aborder, Vivien, avant de clore ce podcast? Ou est-ce qu'on verra je pense ça au que one c'est pas la shot? peine d'attaquer Voilà. Moi, j'ai les faim. éventuelles Playtest. suites et autres jeux plus tard. On se revoit au playtest, et on se voilà. revoit au one shot évidemment, mais bon voilà, un projet qui avance, un projet qui mûrit, c'est toujours très intéressant de voir aussi les étapes de développement. On avait Maxime, Adrien qui ont participé au tout début du jeu, Natacha et Stéphane qui ont joué très récemment et Frédéric également. C'est intéressant de voir aussi les évolutions. Très très bien. Ah si, t'avais une question, Fred, excuse-moi. Non, d'accord, parce que je te vois lever la main, je me dis oh merde. Bon, eh bien, merci à tous, merci Vivien d'être venu nous présenter ce projet. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout Bisous. jouez Prenez un bien. parapluie. Salut. Prenez un parapluie.